Bonjour à tous, bienvenue. Il est l'heure de lancer notre réunion mensuelle d'investissement. Bruno Bernstein et moi, Denis Baudouin, en nom de l'équipe de Finaltis, sommes ravis de vous accueillir. On est le jeudi 13 novembre, il est 16h30, le temps est grisâtre sur les Champs-Élysées ici à Paris, comme sur les marchés financiers. Rapidement, passons l'avertissement. Je vous rappelle que cette réunion est enregistrée, que vous pourrez la consulter sur notre site internet d'ici demain ou au plus tard lundi, en entier ou par morceaux thématiques. Alors, nous vivons, cette année 2022 est une année historique sur les marchés financiers. Elle est historique également, puisqu'il y avait 75 ans qu'un État n'avait pas agressé un autre État en Europe, et depuis février, ce qui était impensable, eh bien, Vladimir Poutine et ses séides l'ont pensé. Vous avez sous les yeux deux dessins. Nous n'avons pas de grande créativité artistique chez Finaltis. Nous les avons réalisés à l'aide du logiciel d'intelligence artificielle DALL-E, qui est en open source sur Internet, en tout état de en l'occurrence, vous pouvez vous y inscrire. La version DALL-E 2, qui est plus performante, n'est pas gratuite, mais celle-ci est gratuite. Et donc, vous avez le fameux ours baissier et le taureau haussier qui fait triste mine. Pourquoi? Eh bien, puisque si on regarde sur les chiffres depuis le début de l'année, pourquoi cette année est historique et pourquoi le taureau a cet air particulièrement désabusé? Eh bien, on vit une baisse historique des actions et des obligations, puisque pour atteindre une baisse totale de 60 000 milliards de dollars, c'est la perte des marchés financiers, obligataires et actions depuis le début de l'année, il fallait quelque chose de massif, et on le sait tous, il y a quelque chose de massif qui s'est passé, en l'occurrence un double choc, on y viendra. Sur les marchés actions, on est dans le monde à moins 28%, on vous a affiché ici en dollars le MSCI World. Sur les taux emprunts d'État américains, on est à moins 16%, et sur les taux corporate américains, on est à moins 15%. Une destruction massive de l'épargne mondiale. Dans ce contexte-là, avec un mois de septembre qui a repris à la baisse et rappelait en l'espèce un peu le mois de juin, après la brève période estivale, trop brève, d'un rebond fort, mais bref, qu'on a connu et auquel Jérôme Powell a mis fin lors de son discours de Jacobson Hall. Eh bien, nos fonds en septembre souffrent, nos fonds directionnels investis sur les actions, toutes stratégies confondues, sont à l'aune des marchés financiers. Donc, l'Eurostoxx y perd plus de 5% sur le mois, le Standard & Poor's qui perd plus de 9%, le Nasdaq presque 11%. Dans ce contexte-là, nos fonds également perdent, amortissant dans certains cas la baisse et dans d'autres la reflétant. Depuis le début du mois de octobre, eh bien, ces chiffres n'intègrent pas la journée d'aujourd'hui, et notamment le chiffre du CPI qui a été publié il y a maintenant 2 heures, mais on est en légère baisse à l'instar des marchés financiers eux-mêmes, si on peut parler de légère baisse quand le Nasdaq était déjà à moins 1,7 à hier soir. Alors, si on se compare dans l'univers d'investissement, on ne va pas passer en revue l'intégralité de nos fonds, comme chaque mois, simplement notre fonds d'allocation flexible, une catégorie qui est très peuplée dans la base Cantalis, puisqu'il y a plus de 1400 fonds qui sont répertoriés, qui étaient répertoriés il y a quelques jours par cette base. Eh bien, sur cette année, notre style de croissance pérenne, de croissance rentable, on le sait, sur les marchés financiers, est très attaqué, donc on sous-performe, ce qui est pas l'habitude, puisque sur moyenne et longue période, eh bien, nous avons plutôt surperformé depuis la création de ce fonds en juin 2015. Alors, traditionnellement, nous commençons par un point de géopolitique et un focus particulier. Ce mois-ci, nous avons choisi, Bruno et moi, de traiter de l'armement. C'est un sujet qui n'était plus du tout à la mode, qui était même considéré comme has-been par la plupart des investisseurs et beaucoup de nos dirigeants politiques, absolument convaincus qu'on devait surtout exploiter les dividendes de la paix. Là encore, ce qui s'est passé
depuis le début de l'année à l'est de l'Europe rappelle cruellement, j'oserais dire, que les armes sont un mal nécessaire. Et en l'occurrence, on va le voir, c'est aussi une industrie. Et dans cette industrie, la France est tout simplement le 3e exportateur mondial. Alors certes, loin derrière les États-Unis, qui a 39% des exportations mondiales. Alors, ce sont des chiffres qui correspondent à la période 2017-2021. Loin, là aussi, mais plus proche de la Russie, qui est le 2e exportateur mondial. La France est 3e, avec 11% du volume des exportations mondiales. Et 3 grands clients, l'Inde, l'Égypte et le Qatar, dans le désordre. Mais il faut savoir qu'en termes de croissance, eh bien, c'est la France qui est loin devant les autres, puisque sur cette période, les exportations françaises ont atteint 59%. Alors, ce sont des exportations extrêmement diversifiées. Pourquoi? Parce que la France a des savoir-faire en matière d'armement dans tous les domaines. Nous vendons des avions, des pièces d'artillerie, des navires, des systèmes de détection et des missiles. Nous vendons également tout ce qui permet de se défendre et d'attaquer, disons-le, dans le cadre d'une guerre électronique. En termes de dépenses militaires, pourtant, la France n'est pas du tout n'est pas dans le tout peloton de tête des pays qui consacrent une part importante de leur budget à la défense, puisque la France consacre moins de 2% de son PIB, c'est quand même 53 milliards de dollars par an, ça représente 3% du budget, mais on est très 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 loin d'une Arabie Saoudite, qui est certes un pays en guerre, qui consacre 20% de son budget à l'armement, ou de la Russie, ou de la Corée du Sud, la Russie étant un pays en guerre, mais en l'occurrence, comme l'Arabie Saoudite d'ailleurs, un agresseur qui consacre donc 10%, un peu plus de 10% de son budget à l'armement, et la Corée du Sud, qui, comme on le sait, n'est pas un pays en guerre, mais qui est un pays sur le pied de guerre, puisque ce qui a été signé à l'issue de ce qu'on a appelé la guerre de Corée, eh bien, ça n'est qu'un armistice, il n'y a jamais eu de paix signée. C'est une paix armée issue de l'armistice, d'où les dépenses très conséquentes de la Corée du Sud en la matière. Si on revient à ce qui est notre sujet principal chez Finaltis, à savoir l'investissement dans les entreprises, eh bien, ce secteur stratégique en France, il est représenté par 4 grandes entreprises, essentiellement, qui font partie du top 100 des fabricants d'armement dans le monde. Et on citera plus particulièrement 2 entreprises qui sont des entreprises titans, elles font partie de nos univers et elles sont régulièrement dans nos portefeuilles. Il s'agit d'Airbus, dont à peu près un quart du portefeuille est consacré à l'armement. Alors, ce quart représente quand même pratiquement 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires, ce sont les chiffres de l'année dernière, pardon, de 2020. Et c'est un peu plus du quart du chiffre d'affaires pour Safran, et ce quart représente 4,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Alors, Thales et Dassault Aviation ne sont pas des titans, non pas que ce soit des entreprises inintéressantes, ce n'est pas du tout le cas, ce sont des entreprises absolument passionnantes avec des savoir-faire mondialement reconnus, mais ce sont des sociétés qui sont très sujettes à la commande publique, tout simplement parce que la portion consacrée à l'armement est très significative, largement supérieure à la moitié du chiffre d'affaires, et que, comme vous le savez sans doute, chez Finaltis, on n'aime pas spécialement les entreprises qui sont à la merci de décisions politiques trop marquées pour une part trop conséquente de leur chiffre d'affaires. Alors, en termes économiques maintenant, que pouvons-nous dire? Comme on l'évoquait brièvement tout à l'heure, on est dans une situation très inflationniste et on est, disons-le, déjà en récession ou au bord de la récession dans la plupart des pays du monde. Pourquoi? Parce qu'on a conflagration, sans mauvais jeu de mots avec ce qui se passe à l'est de l'Europe, entre, d'une part, un choc de demande et un début de choc d'offres en mars 2020, lorsque la quasi-totalité des populations mondiales, en tout cas dans les pays développés, la totalité des populations ont été obligées de demeurer chez elles par des gouvernements qui souhaitaient ainsi gérer la crise sanitaire. Et on a mis à l'arrêt un certain nombre d'usines également, ce qui était un début de choc d'offres. Et ce choc d'offres, il n'est pas tant, il est totalement évident et on le prend de plein fouet, particulièrement en Europe, puisque les intrants de nos économies, notamment les coûts des matières premières, et en premier lieu les matières premières énergétiques, se sont véritablement enchéris avec donc l'agression russe le 24 février dernier en Ukraine. Voilà, et ce sont les 2 raisons principales pour lesquelles aujourd'hui on fait face à, d'une part, une inflation extrêmement significative, et le chiffre de CPI américain publié il y a 2 heures confirme que malgré les interventions importante, ferme des banques centrales, et notamment de la Fed, et bien pour l'instant, l'inflation demeure.
Alors, justement, l'inflation. Alors, voilà, les banques centrales sont dos au mur. Là, on vous a mis le fronton de la Fed, puisque c'est la banque centrale la plus importante du monde, mais aussi la première à avoir avancé devant les 90 autres plus grandes banques centrales du monde, à avoir avancé dans ce cycle de resserrement. Bon, les banques centrales, ce sont un peu les pompiers pyromanes. Bien sûr, on condamne la folie meurtrière de Poutine, mais on ne peut pas lui mettre l'inflation complètement sur le dos. C'est aussi le fait des banques centrales qui ont imprimer beaucoup de billets. Donc, vous pouvez voir sur ce graphe des belles en forme d'ailes de papillon. Plus les taux montent, donc la courbe bleue, là c'est le 10 ans américain qui est bien sûr sous influence des taux courts pilotés par la Fed, et la courbe jaune, c'est le S&P 500 qui avait pris de l'avance justement avec le conflit ukrainien en baissant très fort, et puis ensuite à partir du mois de mars, voilà, des chiffres d'inflation qui dégradent fortement. Le pivot de la Fed cet été qui permet au marché action d'avoir un très très beau rallye pendant 6 semaines, et puis le discours de Jackson Hole avec une Fed qui durcit encore le ton, constatant que l'inflation ne se calme pas du tout. Donc, nous, ce qu'on considère chez Finatis, on ne va pas faire trop de prévisions. Le fil rouge de toutes nos présentations et nos dernières, c'est que la macro est très, très dure à prévoir. Personne aujourd'hui n'est capable de modéliser le comportement de millions de consommateurs qui consomment dans tous les pays du monde 100 000 biens et services différents. C'est très, très compliqué et ça frise le charlatanisme. Donc, on va rester sur des choses très simples et on va vous parler beaucoup plus d'entreprises que de macroéconomie. Néanmoins, il est important d'avoir le dot plot sous les yeux. Le dot plot, c'est quoi? C'est cet outil de transparence qu'a fabriqué la Fed il y a quelques années, en 2012, et qui permet d'avoir un résumé visuel concernant les anticipations et la vision des différents gouverneurs de la Fed. Donc, chaque point représente en fait la prévision d'un des 12 membres du FOMC. Et la prévision officielle est basée tout simplement sur la médiane de tous ces points. Donc, la seule chose qu'on peut dire, c'est que probablement le prochain incrément, surtout avec le chiffre de CPI décevant qu'on a eu aujourd'hui, le prochain incrément de hausse des taux sera de 75 BP. Mais ce qu'on peut voir, et ce qu'un enfant de 12 ans pourrait avérer, c'est que le plus gros du resserrement, il est plutôt derrière nous que devant, puisqu'on s'approche bien sûr des targets de la Fed. Aujourd'hui, les taux Fed sont à 3,25, ils seront probablement à 4 après le prochain meeting de la Fed. Et vous voyez que, bien sûr, ça, ce n'est pas un engagement de la Fed, ces petits points jaunes, c'est une sorte de sondage auprès des gouverneurs. Ça peut évoluer en fonction des contextes de marché, mais notre sentiment chez Finatis, c'est que le plus gros de la souffrance est plutôt derrière nous que devant. On dit pas que c'est fini, il y aura encore de la souffrance, mais le plus gros a été fait. Alors, l'impact sur la valorisation des marchés, bien sûr, quand vous avez un taux sans risque qui monte, c'est la bonne vieille loi de l'égalisation des rendements qui joue. Pour l'instant, les résultats des entreprises tiennent très bien. On a eu d'ailleurs, et c'est ce qui explique aussi ces 6 semaines de rallye cet été, une très bonne saison de résultats. Cette fois-ci, elle démarre. On a eu une des premières des sociétés importantes qui annonce, c'était LVMH avant-hier, qui a annoncé des très très bons résultats. Donc, on ne va pas déduire de LVMH ce qui va se passer pour les autres entreprises parce que c'est une société incroyablement bien gérée. Néanmoins, la valorisation des marchés, vous voyez là, qui baisse, c'est plus le fait de cette hausse du taux sans risque, une dégradation des résultats à court terme ou récente. Alors, la question qui nous brûle les lèvres de tous les investisseurs, c'est est-ce que les sociétés de qualité, puisque nous, on ne sait faire chez Finatis que des sociétés, des grandes sociétés avec des bilans très solides qui sont profitables. Donc, est-ce que cette partie de la cote a suffisamment corrigé? Donc là, on voulait… la réponse est un peu dans la question et je vais essayer de vous décrypter ce graphe. Donc, en orange, vous avez le PE de Kering, qui est une société qu'on aime beaucoup, donc dans le luxe comme LVMH. On espère que les résultats seront aussi bons. Et on voit que Kering revient sur des niveaux de multiples très très bas. On est autour de 15 fois, 14 fois, même si on ajuste de la séance d'aujourd'hui, alors qu'il fallait payer entre 35 et 40 fois d'années de résultats pour se payer du Kering, que ce soit en 2021, en 2017 et fin 2016. Donc, nous, on considère que c'est un
niveau d'ajustement très, très significatif qui a fait le marché sur cette société et qui prend en compte très bien, à notre avis, la hausse des taux. Et bien sûr, quand les taux montent, vous le savez, on accepte de payer moins de multiples. Les taux étaient très hauts aussi en 2012-2013, on l'oublie, mais on avait des taux qui étaient même en France au-dessus des niveaux d'aujourd'hui et on était à peu près sur les mêmes niveaux de multiples de Kering. Donc, à la première question, est-ce que les sociétés de très grande qualité ont suffisamment corrigé? Sur quelques cas, celui-là, mais on pourrait vous en montrer plein d'autres, on considère, on ne vous dit pas que ça va s'arrêter de baisser, mais on considère que l'ajustement est très, très sérieux et solide aujourd'hui, depuis 1 an et demi que ces sociétés baissent. Alors, dans le digital, qui est un secteur très attaqué, alors on a pris l'exemple de Netflix, donc tout le monde a un avis sur Netflix et surtout sur la dernière série qu'il a regardée. Nous, notre avis sur Netflix, il est construit plutôt sur les chiffres, le compte de résultats. Donc, Netflix est dans notre univers d'investissement pour une raison très simple, c'est qu'on a affaire à une société hyper rentable et avec des grosses barrières à l'entrée, puisque Netflix est la société au monde qui a les plus gros budgets de production aujourd'hui. Vous achetez Netflix en bourse en ce moment autour de $240. C'est le prix qu'il fallait débourser en 2017 et même en 2018, elle était déjà bien au-dessus de ces niveaux-là. Et pourtant, en 2018, Netflix faisait un chiffre d'affaires 2 fois inférieur au chiffre d'affaires qui sera délivré pour l'année 2022, un EBITDA 3 fois et demi inférieur, un résultat net en milliards de dollars 3 fois et demi inférieur et un bénéfice par action qui est dans notre métier je dirais la variable la plus importante, puisque pas de bénéfice par action, pas d'espérance de voir le cours monter, le bénéfice par action était 4 fois inférieur. Donc, on achète Netflix moins cher qu'il y a 5 ans, avec un bénéfice par action qui a été multiplié par 4 depuis. Donc là aussi, nous, on ne vous dit pas que c'est la fin de la baisse de Netflix, on croit néanmoins au modèle de cette société et on pense, comme sur Kering, que l'ajustement est très sérieux aujourd'hui. L'ajustement fait par le marché est très significatif. Alors, la question plus générale, c'est dans la déprime actuelle, c'est est-ce qu'on peut encore gagner de l'argent, même sur des belles sociétés, quand les taux sont hauts? Donc, c'est vrai que sur les marchés et en général dans la vie, la mémoire est assez courte et il faut quand même, c'est notre rôle de rappeler que il y a des investisseurs qui, à 10 ans, 15 ans, 20 ans, travaillaient en bourse, voire même, ça vous surprendra peut-être, gagner de l'argent en bourse avec des niveaux de taux qui étaient beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui. Donc, on a choisi L'Oréal. C'est toujours facile de faire du back trading et de regarder dans le rétroviseur, mais je pense qu'on a choisi cette société parce que même si on en avait parlé ensemble il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, on aurait pu tous tomber sur cette idée, ce consensus que L'Oréal est une très belle société. Donc, L'Oréal a eu, on a mis avec les petites flèches, on a mis le focus sur deux périodes particulières, mais on voit que dans des périodes de hausse des taux très significative, on peut gagner de l'argent sur L'Oréal. Donc, pour nous, un des messages de ces présentations, c'est de dire que le discounted cash flow, la valeur actuelle nette des cash flows futurs de L'Oréal, donc actualisé avec le 10 ans français, c'est un paramètre important, mais pour nous, le paramètre le plus important, c'est bien sûr le bénéfice par action que délivre une société comme L'Oréal. Donc, le comportement de L'Oréal et des valeurs de très grande qualité de bilan solide qu'on affectionne chez Finaltis a été très décevant depuis le début de l'année, puisque là, vous voyez L'Oréal qui est en blanc, l'Eurostoxx auquel dont elle est une des principales composantes en bleu. L'Oréal a pris de l'avance, a baissé beaucoup plus vite en janvier que l'indice et puis a rien fait de très fantastique depuis. Et ce qu'on peut voir en fait, et c'est assez contre-intuitif sur la slide suivante, c'est que ces très belles sociétés en fait, peuvent être décevantes dans des périodes de baisse de marché. Donc, la dernière très grosse baisse de marché, à l'image de celle qu'on a aujourd'hui, c'est la période des subprimes. Et vous voyez que L'Oréal, sur le déclenchement de la crise des subprimes jusqu'à mars 2009, a perdu 52% sur un marché général avec des bonnes et des beaucoup moins bonnes sociétés que L'Oréal qui perdaient 57%. C'est très décevant. Mais en fait, L'Oréal a rebondi beaucoup plus en 2009, beaucoup plus en 2010. Et sur le graphique en bas à droite, vous voyez que si on prend de la hauteur, en fait, L'Oréal a littéralement écrasé le marché par sa domination et son BPA, encore une fois. Donc,
c'est vrai qu'on surestime sans doute la capacité de ces sociétés-là à éviter la première patte de baisse. Mais nous, notre rôle aujourd'hui dans la souffrance de nos clients, hein, de tous les investisseurs en equity, c'est bien sûr de travailler le rebond. Et donc, c'est de positionner nos fonds, nos mandats pour être certain que quand le point bas du marché sera atteint, le jour, on n'a pas le jour, on a l'heure, on vous la donnera si vous nous appelez. Quand le point bas sera atteint, on veut être sûr d'être sur des configurations de portefeuille où le rebond sera très dynamique. Nos portefeuilles ont rebondi très dynamiquement en mars 2020 et dans les différents drawdowns. Alors, surtout, il ne faut pas se méprendre sur notre discours. Ce n'est pas parce qu'une valeur a baissé qu'elle va rebondir. Ce n'est pas parce qu'une valeur a vu son multiple baisser que son multiple rebondira. Il y a des sociétés, la crise est très sérieuse, il y a des sociétés qui ne rebondiront pas. Pour vexer personne, on n'a pas voulu prendre une société française, mais on a pris une société qui est tout à fait digne d'intérêt, hein, qui s'appelle Zoom, qui est d'ailleurs la plateforme sur laquelle on organise aujourd'hui ce point de marché. Il n'en reste pas moins que Zoom, malgré la division quasiment par 10 de son cours et de son multiple, nous n'investirons pas dans Zoom puisqu'on considère que la société n'a pas les barrières à l'entrée, les perspectives avec un petit concurrent dont vous avez sans doute entendu parler qui s'appelle Microsoft, qui aujourd'hui mène la vie très très dure à Zoom et probablement, je ne sais pas si ça sera en 2023 ou en 2024, mais on basculera sur la solution de webinaire de Teams, qui est aujourd'hui la solution qui a le vent en poupe et qui est portée par l'écosystème de Microsoft. Alors, pourquoi on reste investi? On en reparlera tout à l'heure, mais en premier lieu, et sans vouloir plagier en aucune façon un homme aussi talentueux que Samuel Beckett, on n'attend pas Godot, mais quand même, il y a 4 facteurs, 4 événements types qui pourraient nous amener à être confrontés à un upside risk, c'est-à-dire en fait à un rebond très brutal de nature proche de celui qu'on a pu connaître le 8 novembre 2020 quand on a eu l'annonce du vaccin contre le Covid avec des marchés qui rebondissent extrêmement violemment. Et ces 4 événements, de quelle nature sont-ils? Eh bien entendu, ce serait un début de résolution, vraisemblablement par la négociation du conflit entre l'Ukraine et la Russie, avec donc le parrain de Vladimir Poutine, donc la Chine, qui commence à envoyer des signaux en disant ça suffit maintenant, il va falloir résoudre parce que ça pose des problèmes à tout le monde, cette agression. Alors c'est certainement pas les termes qu'ils utilisent. Et puis les bailleurs de fonds et les pourvoyeurs militaires de l'Ukraine, l'Occident en général et en tout premier lieu les Américains, qui commencent à expliquer qu'ils ont consommé énormément de leurs ressources militaires et de leurs stocks et que il va falloir quand même réfléchir à la suite. Bon, la même chose sur les banques centrales, les banquiers centraux, Bruno nous l'a dit tout à l'heure, nous en sommes convaincus, on fait une grande part du chemin. Alors on ne joue pas à l'aléa morale du tout chez Finaltis, hein, c'est pas du tout notre approche, mais néanmoins, on ne peut que constater que nous sommes dans un monde très endetté, avec des États très endettés, et que le rôle des banquiers centraux est particulièrement complexe parce que oui, ils doivent lutter contre l'inflation, mais si cela doit se traduire par la ruine des États sous-jacents, c'est tout simplement impossible, et ces États sont bien plus endettés aujourd'hui en proportion de leur PIB, en toute proportion d'ailleurs, qu'ils ne pouvaient l'être dans les années 80-90, quand les banquiers centraux pouvaient effectivement monter massivement leur taux à l'époque pour un impact qui aujourd'hui serait tout simplement insupportable. L'inflation, alors le premier chiffre, alors c'est pas aujourd'hui, mais le premier chiffre d'inflation, la première mesure qui montrera que ces actions des banquiers centraux sont efficaces, eh bien, pourrait provoquer un retournement. Et puis enfin, on a évidemment le chômage et l'activité. Alors, c'est pas la même situation évidemment aux États-Unis, en Europe, dans le reste du monde, mais des chiffres qui montreraient que ça fait vraiment trop mal entre guillemets sur le front du chômage, pour prendre la terminologie de nos dirigeants européens, eh bien, serait de nature également à infléchir les politiques. Pourquoi? Parce que derrière un chômage trop important, on a, de même que derrière une inflation trop importante d'ailleurs, on a des risques sociaux absolument massifs. S'ajoute évidemment le symptôme évident qui vient avec le chômage, qui est une économie qui ne fonctionne pas bien. Donc, des upside risks dont on est conscient, et même si on ne peut jamais considérer que l'histoire se répète, Mark Twain disait que l'histoire, certes, ne se répète pas, mais qu'elle a quand même tendance à rimer.
Ce qui veut dire que quelque part, il y a des petites musiques historiques qui, sans être exactement identiques, aujourd'hui ont déjà joué par le passé. Donc, il est quand même intéressant pour réduire l'incertitude face à laquelle on est confronté, le futur en l'occurrence. Qu'est-ce qui va se passer demain? Personne ne le sait. En revanche, quand on regarde ce qui s'est passé dans le passé, on réduit un peu cette incertitude du futur. Et bien, si on regarde ce qui s'est passé lorsqu'on investissait 10 000 $, il y a une chose qui est absolument dont on est absolument convaincu, et là on le fait juste sur 20 ans, mais si on le fait sur une période beaucoup plus longue, c'est également vrai. Eh bien, si on manque les meilleures journées, et en l'occurrence les meilleures journées de rebond, eh bien, il suffit d'en manquer assez peu finalement. Sur 20 ans, on en rate 10, et on a son rendement attendu divisé par 2, par plus de 2. Et si on en rate 20, on est en territoire négatif sur les 20 dernières années, alors qu'on est sur un marché dont on sait tous qu'il était aussi. Autre exemple historique, là encore, qui ne vaut pas, on a un petit souci, on va trop vite. Voilà, donc on revient un petit peu, voilà, on revient, voilà, très bien, merci. Voilà, donc les actions, comment les actions résistent-elles au marché baissier? On est clairement aujourd'hui dans un marché très baissier, puisqu'on est très au-delà des 25% de baisse sur le Standard & Poor's 500. Donc, si on avait investi il y a un an, eh bien, on aurait évidemment perdu de l'argent à ce jour. Si on avait investi à 10 ans, on aurait subi 2 marchés baissiers, mais on aurait déjà multiplié par 2,7 le montant investi il y a 10 ans, par 3,6 il y a 20 ans avec 4 marchés baissiers, et par 34 si on avait investi il y a 40 ans avec 6 marchés baissiers malgré tout. Voilà. Alors, si on continue, eh bien, après une baisse de 20%, on est à 25% de baisse sur le 100, un peu plus de 25% de baisse sur le 120%. Que se passe-t-il dans l'immédiate suite, dans les 3 ans qui suivent? En moyenne, historiquement, on observe 29% de rebond et parfois significativement plus. On vous a fait figurer 3 dates qui sont des marchés profondément baissiers avec ce qui s'est passé dans les années immédiatement qui ont suivi immédiatement ces baisses. Alors, Bruno l'a dit et on va le répéter, et chez Finatis, ce qu'on aime, c'est choisir des entreprises. Pourquoi? Parce que, bien sûr, ce n'est pas simple, mais c'est quand même infiniment plus simple de considérer une activité, de surcroît gérée par des hommes et des femmes qui ont démontré leur bonne gouvernance, leur talent, leur savoir-faire, la capacité qu'ils avaient à générer de la croissance récurrente avec des belles barrières d'entrée. Eh bien, en revanche, on est absolument convaincu que prévoir les baisses de marché, ou les hausses d'ailleurs de marché, c'est extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que sans même mentionner les risques de lead and lag qu'il peut y avoir et que tout statisticien connaît, mais ne sait pas modéliser, eh bien, il faudrait pouvoir modéliser un nombre de variables qui est tout simplement trop important. Et comme on n'est pas Isaac Asimov et qu'on n'est pas dans le cycle des fondations, eh bien, la psychoscience, la psychohistoire, en l'occurrence, ça n'a pas été inventé. On n'est pas capable de dire ce qui va se passer avec un bon niveau de confiance demain ou après-demain en combinant toutes ces variables. On a fait référence à 2 personnes très, très connues, donc Galbraith, un économiste théorique, post-keynésien, qui disait qu'en fait, il y a 2 types de provisionnistes, ceux qui ne savent pas et ceux qui ne savent pas qui ne savent pas. Bon, c'est un peu cruel, mais il en a fréquenté énormément, donc on peut lui faire confiance et on est tout à fait aligné avec ça. Et enfin, Warren Buffett, qui chez Finaltis est notre référence, on n'est pas les seuls à l'avoir pour référence, mais qui dit les prévisions vous en disent en général beaucoup plus sur le prévisionnisme lui-même que sur le futur. Voilà. Donc on ne va pas chercher à voir ce qui va se passer, mais on va se concentrer sur les fondamentaux, c'est-à-dire la valorisation des entreprises. Alors, on a l'habitude de faire un petit parallèle avec l'immobilier. Vous le connaissez, on ne va pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, l'immobilier tient plutôt bien. Vous l'avez vu, on est sur des multiples qui restent élevés, alors que dans l'immobilier, les espérances de voir les loyers monter sont assez faibles. Et on aime bien avoir cette référence pour voir combien d'années de loyers, mais là, ce n'est plus des loyers, de bénéfices par action, il faut payer pour s'acheter du ASML, devenir l'associé de Bernard Arnault ou devenir actionnaire de SAP. Alors, ASML, surtout appelez-nous, n'hésitez pas si vous voulez avoir plus d'informations. On fait des fiches sur toutes ces entreprises, donc on sera ravis de rentrer en profondeur. Là, on survole un peu. C'est une société qui à certains moments a été la première capitalisation boursière européenne, qui a beaucoup baissé. On va en dire un mot. C'est un miracle incroyable. ASML, une petite filiale de Philips, qui devient un acteur incontournable d'une technologie
technologie qui permet de produire des puces en très grande quantité. Ses clients s'appellent Samsung, TSMC, Intel, etc. Et aujourd'hui, ASML est un acteur incontournable pour faire face à la demande de semi-conducteurs. Leurs machines valent à peu près 200 millions, sont aussi complexes que des Airbus et le carnet de commandes est très généreux. Et pourtant, on va le voir sur la slide suivante, aujourd'hui, on ne paye même pas une fois la croissance sur ASML puisqu'on devrait, après un certain nombre de soucis logistiques auxquels beaucoup d'industriels ont été confrontés en 2022 et donc une croissance qui est tout de même très bonne, de 11% anticipée sur 2022. On devrait en 2023 reprendre un rythme autour de plus de 20% pour ASML qui avait fait croître son chiffre d'affaires de plus de 33% en 2021. Donc, vous voyez qu'on est sur des croissances très dynamiques, de très fortes barrières à l'entrée, un bilan impeccable et on paye 25 fois les résultats, c'est-à-dire des ratios très, très déprimés sur un futur récent. Alors, on peut dire un mot de LVMH. Donc, bon, nous, on est vraiment admiratifs de la qualité opérationnelle des équipes de LVMH. C'est une maison, on vous révèle pas de scoop, mais qui est incroyablement bien gérée. On le voit notamment dans le travail qu'ils font sur les acquisitions. La dernière acquisition, c'est Tiffany. Bien sûr, Tiffany, en rentrant sur la matrice de LVMH, a profité de toute la puissance du groupe et les résultats qui sont sortis donc avant-hier soir étaient absolument super dans un contexte plutôt difficile. Un signal quand même qu'on peut étendre à d'autres sociétés. La contrainte du Covid-0 s'est un peu desserrée en Chine. Le management de LVMH nous l'a dit, donc c'est peut-être des bonnes nouvelles à venir sur d'autres sociétés et il y en a beaucoup qui sont très exposés sur la Chine. Mais pour vous donner l'ampleur de la performance de LVMH sur le trimestre, ils annoncent sur leur division phare mode et maroquinerie plus de 22% de croissance, alors que le marché attendait 16%. Voilà, donc c'est absolument remarquable. Et pour devenir l'associé de Bernard Arnault, avoir des actions LVMH, il en aura plus que vous, mais vous pouvez en acheter. Elles sont à vendre sur le marché à 21 fois les résultats. Voilà, ce qui devrait coller à peu près avec la croissance qu'on attend sur 2022, c'est-à-dire 20%. En 2020, bien sûr, la société avait marqué le coup, mais quand même avec une belle résistance en perdant au niveau, en restant profitable, mais en perdant 16% de sa top line, de son chiffre d'affaires, avec un rebond absolument spectaculaire derrière de 43% sur l'année 2021. Il est bon de noter aussi que LVMH bénéficie de l'euro, une devise faible ces jours-ci, et avec des touristes très nombreux à Paris et qui font beaucoup plus de shopping que d'habitude. Voilà, il y a un mot sur SAP, qui est une société digitale sans doute moins glamour que Salesforce ou plein d'autres sociétés ou même Microsoft qu'on adore. C'est des croissances moins élevées, mais dans une période où les taux montent justement, ça pèse un peu moins sur l'évolution du cours de SAP. Néanmoins, le titre est en forte hausse depuis le début de l'année, avec près de 31% de baisse. Et vous pouvez voir que SAP, qui est une société majeure, puisque impliquée dans 77% des transactions dans le monde, sont liées plus ou moins de près ou de loin à un système SAP. Donc, les barrières à l'entrée sont considérables sur cette société. Et là, le graphique, on l'a fait remonter jusqu'en 2020. Et dans le pire stress en 2020, au moment du Covid, on n'avait jamais atteint ces niveaux de multiples qu'on atteint aujourd'hui, c'est-à-dire vous n'avez qu'à débourser, entre guillemets, 16 fois les résultats des SAP pour devenir actionnaire de cette société dans laquelle on a une très grande confiance. Alors, à présent, couvrons, si vous voulez bien, les 3 fonds de gestion discrétionnaire en actions que nous gérons chez Finatis. Finatis Titan tout d'abord, ensuite Finatis Digital Leader et Finatis Gold sur les mineurs aurifères. Donc, Finatis Titan est un fonds flexible, il n'a pas l'obligation d'être investi en permanence. Il se trouve que, et on le verra, nous sommes très investis. On n'est pas très investis parce qu'on prévoit un rebond demain dans les marchés, on est très investis parce que nous considérons que les prix
sur les très belles valeurs qui font partie de notre univers, les valeurs titans, les prix, les cours sont bas, voilà, eu égard aux perspectives que donnent ces entreprises. Finaltis Titan est SFDR 8, ce qui veut dire que nous intégrons les critères extra-financiers dans notre valorisation. Alors, qu'avons-nous fait, Bruno, au cours du mois de septembre et début octobre? Effectivement, comme le dit Denis, il n'y a pas d'approche macro pour déterminer l'exposition au marché de Finaltis. C'est vraiment les opportunités. Donc, vous le voyez, fin 2021, on trouvait moins d'opportunités. Donc, l'exposition a baissé. Donc, c'est vraiment une approche par les entreprises. Et puis là, en ce moment, pour reprendre une expression du grand Warren Buffett, on est un peu comme des enfants dans un magasin de friandises. Donc, c'est vrai que les marchés sont difficiles, mais il faut rester très solide par rapport à ses convictions. Et à partir du moment où on peut acheter des belles entreprises, on remplit le portefeuille. Donc aujourd'hui, l'exposition avait un peu baissé en fin de mois, on en parlera. On avait notamment vendu pas mal de stocks d'actions dans le domaine de la pharmacie. Depuis début octobre, on a fait remonter l'exposition qui aujourd'hui tangente 92-93%. Alors, dans les achats, on s'est réexposé sur les cartes. Donc, globalement, l'activité économique est assez bonne. Mastercard et Visa sont deux sociétés incroyablement solides. Donc, on avait vendu Mastercard beaucoup plus haut. On a pu revenir dans de bonnes conditions. Dassault Systèmes, on l'avait vendu cet été aussi. Le rebond avait été très impressionnant sur ce titre qu'on adore, mais qu'on avait voulu un peu alléger compte tenu des multiples atteints au cœur de l'été. Et puis, un nouvel entrant, Diageo. Donc, c'est une société dont vous n'êtes pas forcément très familier. C'est des spiritueux. C'est 2 fois la taille de Pernod Ricard, 85 milliards de GBP. Vous êtes peut-être un peu plus familier des marques de Diageo, que ce soit Smirnoff, la bière Guinness ou encore le whisky Johnny Walker, voilà, que vous saurez consommer avec modération. Voilà, on a échappé chez Finaltis à la bérésina anglaise, c'est-à-dire on n'avait pas d'exposition sur aucun de nos mandats, aucun de nos fonds en livre anglaise. Donc, ça nous a permis de passer sans trop d'encombre la prise de la succession entre Boris Johnson et Liz Truss, qui se passe très mal d'un point de vue des marchés. Et là, aujourd'hui, bien sûr, Diageo, on l'a acheté dans le fond en livre anglaise. Donc, on a 2 moteurs sur Diageo, d'avoir une très belle société qui a des prix très attractifs selon nous et une normalisation sur la livre. Vous voyez que toutes nos ventes se sont faites dans la pharma pour financer ces achats. L'idée, c'est que tout simplement, ces sociétés avaient très bien tenu dans la dernière patte de baisse et vous arrivez dans une zone lose-lose, perdant-perdant. Pourquoi? Parce que ces sociétés sont des très gros poids de la cote. Donc, si le marché baisse beaucoup plus, probablement elles finiront par être entraînées par leur poids, par la gravité. Et si le marché remonte beaucoup, on sait bien que c'est des sociétés qui ne nous aideront pas. Donc, on a pris, elles ont joué leur rôle, elles nous ont protégés dans une grosse partie de la baisse. Et on a pris cet argent pour l'investir sur les sociétés que vous avez sur la gauche de votre écran. Voilà, donc Titan, fidèle à sa tradition, est un fonds diversifié, mais avec 100% de titres très solides, très résilients. Il n'y a aucun risque sur le portefeuille d'augmentation de capital, il n'y a aucun risque de refinancement et on est sur des industries qui sont souvent très peu sensibles au cycle économique, que des produits de consommation comme Estée Lauder qui a passé la crise, la dernière crise ou la crise même de 2007-2008 dans des conditions remarquables. On a voilà, des SAP qui est très haut dans le portefeuille, qui est un business très récurrent à base de licences. Donc voilà, on a toutes ces sociétés-là. En fait, cette année, la qualité n'a pas, notre démonstration, j'espère avec L'Oréal, il y a un petit peu au début de cette présentation était suffisamment claire, la qualité n'a pas protégé les portefeuilles. Mais on compte bien que la qualité multiplie la capacité de rebond de ce type d'allocation. Bon, voilà. Sur le mois, on a Roche qui nous a aidés et les 5 sociétés Meta, Volkswagen, Walt Disney, Nike, Tesla qui nous ont plutôt coûté de l'argent. Le fonds reste toujours bien exposé sur le digital très rentable et sur les biens de consommation qui sont nos 2 premiers secteurs.
Alors, Finatis Digital Leader, à présent, donc là, on parle des leaders de la digitalisation de l'économie. Le fonds est, contrairement à Titan, toujours investi. Il est géré également en intégrant les critères extra-financiers, même si, pour des raisons de délai de traitement des dossiers au Luxembourg, il est toujours classifié CDR6. On compte bien que d'ici quelques mois, la CSSF se désengorgeant, il sera officiellement dans la loi ce qu'il est dans les faits, c'est-à-dire SFDR 8, donc un mois difficile, moins 8%, qui amortit un peu ce qui s'est passé sur le Nasdaq. Qu'avons-nous fait en septembre? Alors, en septembre, on a continué à renforcer notre axe tourisme. Hein. Il y a beaucoup de touristes aujourd'hui. Il suffit de parler aux hôteliers à Paris et ailleurs. Airbnb et Booking sont deux axes maintenant très importants du portefeuille. On a financé ce renforcement en écrêtant un peu de Tesla, qui avait tellement bien tenu cet été qu'en fait, on l'a remercié jusqu'à mi-septembre, hein, ça tenait très très bien. On l'a remercié en écrêtant un peu, idem pour Microsoft, et on est sorti de Worldline, qui est un titre qui nous intéresse moins aujourd'hui dans ce portefeuille. Digital Leader, c'est 100% de croissance rentable. Donc là aussi, pas de risque d'augmentation de capital, pas de problème particulier à attendre. C'est pas parce que les sociétés se portent bien opérationnellement qu'elles baissent pas en bourse. Hein. Certaines ont beaucoup baissé, mais on pense que sur toutes ces sociétés, on a une force de rebond qui est toujours très puissante. Donc, Tesla a été un peu faible ces derniers temps. Bon, il faut dire que Elon Musk va devoir financer ce deal avec Twitter, s'il se fait. Hein, peut-être qu'il va encore changer d'avis dans 15 jours. En tout cas, on tient Tesla, je dirais, à une réputation qui lui colle à la peau d'être un constructeur très richement valorisé et qui produit très peu de voitures. Ça n'a jamais été aussi faux que depuis cette année, et ça le sera encore plus l'année prochaine. Tesla va produire plus d'1,5 million de voitures en 2022, largement plus de 2 millions en 2023. Sur le mois de septembre, 9000 modèles Y Tesla, donc le monospace familial de Tesla, ont été vendus en Allemagne. Ça a été la voiture la plus vendue, et c'est une humiliation probablement pour les équipes de Volkswagen. La fameuse Golf Volkswagen était le deuxième modèle le plus vendu en septembre, avec 7000 unités. Donc voilà, il faut vraiment regarder Tesla, à notre avis, surtout après la baisse récente du titre. Voilà, SAP, comme dans Titan, hein, est en très bonne place dans le portefeuille. Vous voyez notre axe tourisme avec Airbnb et Booking, et un potentiel de rebond assez gigantesque, à notre avis, sur des titres comme PayPal ou Salesforce. Alors, le troisième fonds en gestion discrétionnaire chez Finatis, dont on a repris en fait la gestion le 8 novembre de l'année dernière, pas tout à fait depuis un an, là aussi géré en intégrant très fortement les critères extra-financiers, mais toujours officiellement SFDR6 pour les mêmes raisons que Digital Leader. Un mois de septembre difficile avec une baisse de 8%. En symbiose en fait avec l'ensemble des marchés financiers. On investit dans des minières aurifères. Donc, on a une exposition à l'or. L'objectif de ce fonds, c'est, si l'once d'or se valorise, de se valoriser aussi et d'apporter au métal jaune, qui n'a pas par définition de dividende, la puissance d'une entreprise bien gérée. Et les minières aurifères qu'on choisit sont des minières aurifères qui sont dans des territoires exempts de problèmes de gouvernance, exempts de problèmes de maltraitance de salariés, exempts de problèmes excessifs, d'atteinte excessive à l'environnement. On a bien conscience que extraire de l'or, ce n'est pas l'idéal pour l'environnement, mais il y a des façons de le faire plus propres que d'autres. Et en l'occurrence, on veut absolument avoir dans ce portefeuille des minières qui, en la matière, soient sur les meilleures pratiques possibles. Alors, il n'y a pas que des minières aurifères dans le fond, il y a une diversification avec des minières généralistes, en l'occurrence Rio Tinto, qui est si elle n'était qu'une minière aurifère, son activité minière la placerait en 2e ou 3e position mondiale, mais c'est une très grande minière. Et puis, on a des minières argentifères également, à titre de diversification, ou des minières qui extraient d'autres métaux précieux. Géographiquement, on est essentiellement, avec ce que je vous dis, ce n'était pas une surprise, en Australie, au Canada et aux USA, et on a certaines de nos valeurs qui sont cotées en Angleterre. Alors, bon, sur le mois, on a souffert, comme sur tous les marchés, d'actions. Alors, le prix de l'once d'or ne nous aide pas. Ça reste une question sans réponse à ce jour. Pourquoi l'once d'or ne remonte-t-elle pas alors qu'on est sur des niveaux de création monétaire récents
absolument historique. En principe, l'or, et on donnera un exemple en forme de clin d'œil tout à l'heure, enfin clin d'œil un peu triste d'ailleurs, sur quoi ça peut servir l'or pour protéger. Bon, l'once d'or, pour l'instant, ne remonte pas, donc on ne bénéficie pas de cet ascenseur-là. Néanmoins, comme on est investi dans des sociétés de très grande qualité, on est absolument convaincu qu'on va au moins bénéficier de la qualité de management de ces sociétés si on ne bénéficie pas dans l'immédiat de la remontée de l'or. Alors, une question qu'on nous a très fréquemment posée et qu'on a tous en tête, puisque l'or ne produit pas de dividendes, il n'y a pas de yield sur l'or. Si jamais les taux remontent, on a tous intuitivement envie de penser que l'or ne peut pas s'apprécier. On a bien, là encore, voulu regarder ce qui s'était passé et on attire votre attention sur 2 périodes relativement récentes au cours desquelles eh bien, on essaye de voir ce qui se passe quand ce qui se passe sur l'or, pardon, sur l'once d'or, lorsque les taux remontent. Eh bien, il est, à notre sens, impossible de tirer une conclusion définitive. Il n'est pas du tout évident, en tout cas, ce n'est pas montré historiquement, que l'or souffre plus particulièrement quand les taux remontent ou bénéficie d'ailleurs d'une hausse des taux massivement. Donc, il est très important de bien déconnecter dans notre esprit et de ne pas nous laisser aller à cette intuition qui, en l'occurrence, est fallacieuse. Les taux montent, mais ce n'est pas pour ça que l'or en souffrira nécessairement. Et enfin, donc, ce que j'évoquais tout à l'heure, à quoi sert l'or? Eh bien, c'est une réserve de valeur et c'est bien triste puisque aujourd'hui, malheureusement, la Russie est dirigée par une clique kleptocratique et cette clique a bien conscience qu'il faut avoir de l'or, elle n'est pas totalement idiote. Et en l'occurrence, 20% des réserves de change de la Russie sont constituées de 2300 tonnes d'or. C'est la 5e réserve mondiale. La Russie est le premier importateur mondial, c'est le 2e producteur d'or au monde. Et à notre sens, et on est nombreux à partager cet avis, ce n'est pas pour rien, cet or n'est pas pour rien dans le fait que le rouble, après avoir effectivement beaucoup dévissé, face au dollar, eh bien, contrairement à la plupart des autres devises dans le monde, a repris des couleurs et est une des rares devises à ce jour, d'ailleurs, qui depuis le début de l'année est en hausse contre le dollar. Voilà. Donc là, on voit à quoi peut servir l'or. Alors là, en l'occurrence, cette page s'adresse parmi vous à ceux qui sont nos partenaires on voulait vous annoncer simplement à ceux d'entre vous qui sont investisseurs, qui conseillent des clients privés, que nous aurons bientôt une page qui vous sera dédiée. Néanmoins, n'hésitez pas à nous contacter et nous-mêmes vous contacterons afin de nourrir cette page. Voilà ce que nous souhaitions dire. Aujourd'hui, on peut dire un tout petit mot sur le marché, voilà. Denis, parce Oui. que Oui, à 14h30, il y a un CPI très mauvais qui est tombé. Le Nasdaq a chuté à -3, le S&P à -2. On a démarré cette réunion avec un Nasdaq à -2. Au moment où on se parle, le Nasdaq est positif de 35 centimes. Donc, je pense que ça illustre bien la difficulté qu'il y a de prévoir les marchés. En fait, la clé, c'est de savoir qu'est-ce qui est cristallisé dans ce marché très noir aujourd'hui en termes de mauvaises nouvelles. On voit que le niveau de pessimisme est très fort, puisque même une mauvaise nouvelle, puisque un chiffre d'inflation décevant, là, au moment où on se parle, ce ne sera peut-être pas la même chose à 22h, a du mal à faire baisser le marché. Donc voilà, c'est notre rôle aussi de vous rappeler que les marchés haussiers naissent dans le pessimisme le plus noir. Aujourd'hui, je ne sais pas si le pessimisme est noir ou très noir, mais en tout cas, il est réel. Il est réel, voilà. Merci de votre attention, merci de votre confiance. N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes à votre disposition. L'ensemble de l'équipe de Finaltis, Bruno et moi, vous remercions de votre attention. Nous vous disons au plus tard, au mois prochain, 2e jeudi du mois de novembre. Au plus tard, et on serait ravis d'échanger bien avant. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir.